Le niveau de difficulté d'un jeu est sans doute l'un des aspects les plus durs à gérer lors de sa création. Entre les titans qui abandonnent car c'est trop dur, ceux qui pensent que Dark Souls est un bon jeu uniquement parce que c'est vraiment pas facile, on peut vite se sentir complètement perdu dans le choix de la difficulté de son jeu. Mais comment réussir à bien intégrer de la difficulté à son jeu? En quoi un jeu trop simple ou à l'inverse trop complexe peut gâcher l'expérience de jeu? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de comment faire un bon jeu. Ici Sunrise pour vous servir, et aujourd'hui on va voir comment gérer la difficulté de son jeu. C'est parti! J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui rend Geometry Dash si addictif pour un joueur acharné? Est-ce que c'est la beauté des niveaux? Non. Même si beaucoup sont magnifiques, un certain nombre de niveaux extrêmement complexes, où les joueurs passent des mois à le tryhard, ne sont pas spécialement beaux. Silent Club Step est un exemple. Est-ce que c'est l'envie de progresser sur le jeu? Oui. Mais c'est pas la raison qui fait qu'on reste en si grand nombre. La raison, c'est uniquement ça. C'est pour ce moment précis que nous passons tant d'heures à jouer, à relancer le niveau, à pleurer du sang, de haine et de frustration. C'est pour cela que ce jeu est si bien. Il nous pousse dans nos derniers retranchements, il nous apprend la patience et la persévérance. Connaissez-vous les jeux Try and Die? Un Try and Die est un jeu qui nécessite des efforts répétés pour réussir. Il faut souvent beaucoup de temps et beaucoup de patience pour en finir. Pour être bon, ce jeu doit être compliqué à cause de l'incapacité du joueur à passer les obstacles, avoir les bons réflexes, bien observer les patterns du boss, etc. Il faut aussi que le joueur se sente récompensé pour avoir réussi. Dans le cas d'un boss, il peut gagner une capacité qu'il débloque dans l'histoire, qui lui permet de mieux affronter certains ennemis, de se déplacer plus rapidement, etc. Une manière de récompenser ses joueurs, c'est la sensation de satisfaction après avoir réussi. Sauf que le jeu ne doit pas se reposer sur ça. Sinon on arrive sur des jeux comme Alt F4 qui ne sont là que pour faire cracher ses poumons à des joueurs qui l'essaient. Dans le cas contraire, un mauvais Try and Die est un jeu qui n'arrive pas à bien récompenser le joueur. Ou alors, qui ne te fait pas mourir à cause de défauts dans ton gameplay, mais à cause de bugs ou de mécaniques pas intéressantes à comprendre ni à apprendre. Comme des pièges à esquiver à la frame perfect. Donc des pièges à esquiver à une frame précise, sachant qu'une frame dure 0,04 secondes, c'est presque impossible d'être constant sur ce genre de saut. Un excellent Try and Die est Jump King. Lors de ce jeu, tu ne peux pas mourir, seulement tomber. C'est un jeu extrêmement dur qui requiert beaucoup de patience, car si l'on rate un saut, même le plus simple, on peut retomber très bas. Si vous voulez perdre une semaine de votre vie, je ne peux que vous conseiller Jump King. Geometry Dash est un jeu incroyablement dur. Certains créateurs passent des semaines, voire des mois à concevoir un niveau tant beau que bien. Sauf que très généralement, ces niveaux sont classés dans la catégorie de niveaux durs. Tout simplement car un niveau où nous passons plusieurs heures dessus reste dans notre mémoire beaucoup plus facilement qu'un niveau qu'on finit en first try. Cela montre l'importance de la difficulté choisie pour son jeu. Car comme dit dans la précédente vidéo, un jeu oubliable n'est pas très bon. Mais du coup pour un jeu bon, il faut juste qu'il soit dur? Bien évidemment que non. Tout dépend de ce que propose le jeu. L'objectif, je le rappelle, un jeu ne doit pas être oubliable. Je prends comme exemple Animal Crossing. Le jeu n'est pas compliqué, pourtant on s'en souvient. Tout simplement car il nous permet de passer du bon temps, de créer, de gérer, de détruire pour reconstruire, etc. Un jeu considéré comme facile doit avoir autre chose à proposer, comme une histoire qui marque ou une idée qui fait que ce jeu est assez addictif. Lorsqu'on demande quel est le jeu multijoueur le plus complexe, en général la réponse est simple, StarCraft 2. Tout simplement car le nombre d'actions réalisées en 1 minute est ahurissante.
en sachant aussi que rater une de ces actions peut vous coûter la victoire. Mais si vous êtes ce qu'on appelle un hyper typer, vous pouvez réussir à appuyer sur beaucoup de boutons assez vite. Mais savez-vous où appuyer? Puisqu'il existe plus d'une centaine de inputs possibles, et vous devez savoir quand les utiliser, pourquoi, etc. Mais StarCraft n'est pas le seul jeu online incroyablement complexe. Il en existe un jeu qui ne ressemble à aucun autre. Un jeu qui demande des centaines, voire des milliers d'heures pour pouvoir exécuter une action que les pros réalisent en fermant les yeux. Un jeu qui change du tout au tout en seulement 2 ans de compétition. Ce jeu, c'est Rocket League. Beaucoup de personnes pensent que c'est juste un jeu où une voiture tape dans un ballon. Et c'est tout. Sauf que non. Car entre ça et ça, Alpha qui tente de trouver une double tap, c'est Vatira qui le sauve. On recèle derrière avec la double tap, on va essayer d'aller servir Radozin, mais il s'est fait même pas. Quoi Zen Quoi Qu'est-ce qu'il vient de faire Zen Qu'est-ce que c'est que ça Le prodige de Vitality qui tout de suite spray flip pour battre toute la défense. Zen est le meilleur joueur du monde. la différence de niveau ici est flagrante. Si vous voulez savoir en quoi Rocket League est le jeu le plus dur au monde, je vous conseille l'excellente vidéo de Ego. Le lien de sa chaîne est dans la description. Depuis tout à l'heure, je parle de jeux incroyablement durs à apprendre. Sauf qu'un autre type de jeu online peut être considéré comme pas facile. C'est les jeux qu'on dit easy to learn, hard to master. Ou facile à apprendre, dur à maîtriser. Et le jeu qui représente le mieux pour moi ce type, c'est Smash Bros. Lorsqu'on regarde une partie amateur et pro, la différence est là. Elle ne saute pas aux yeux comme pour Rocket League ou StarCraft 2. D'ailleurs, les moves impressionnants le sont souvent seulement pour les joueurs qui connaissent le jeu. En exemple, je peux citer un match qui a eu lieu en 2009 entre Mengo et Armada au Genesis. Lors de la finale, Mengo effectuera l'une des plus belles rides que le jeu n'ait jamais connues. Une ride, c'est lorsqu'un joueur a réussi à rentrer dans la tête de son adversaire et arrive à prévoir parfaitement les actions qu'il réalisera. Oui, c'est un peu comme dans Blue Lock. Ici, ce qui rend ce move impressionnant, c'est le risque que prend Mengo. Rondoudou possède une attaque qui permet de pratiquement tuer du premier coup son adversaire. Sauf qu'elle est extrêmement dure à placer, et il faut plusieurs secondes avant qu'il puisse rebouger. S'il avait raté sa ride, il perdait le match. Et la finale du tournoi par la même occasion. Pour conclure cette partie, je dirais qu'un jeu online doit réussir à rendre intéressant l'apprentissage de ses mouvements et mécaniques. Si on n'arrive pas à bien voir la différence de niveau entre un joueur semi-pro et un joueur pro, ce ne sera pas intéressant à voir et à jouer. Pour bien comprendre comment bien implémenter de la difficulté à son jeu, je pense qu'il est important de parler d'un jeu qui n'y arrive pas. Pokémon Écarlate et Violet. Je ne porte pas ce jeu dans mon cœur et je lui reproche beaucoup de choses. La gestion de la difficulté en fait partie. J'entends beaucoup dire Pokémon, c'est beaucoup trop facile. Et c'est vrai, le jeu est facile. Mais en soi, ce n'est pas vraiment le problème. Comme dit précédemment, un jeu facile peut être bien. Le problème ici, c'est que Game Freak ne sait pas s'adapter à sa clientèle. En effet, selon certains médias, l'âge moyen des joueurs se situe aux alentours de 20 ans. Sauf que Game Freak rend ce jeu kid-friendly. C'est un problème, car étant un fan de la licence, j'ai envie d'avoir un peu de défi, sans devoir m'imposer des contraintes telles que le Nuzlocke ou autre. De plus, Nintendo est extra casse-couille avec tout ce qui est fangame et compétition. Donc quelqu'un qui veut du défi sur Pokémon n'en trouvera tout simplement pas. Ici, l'erreur que fait Nintendo est de ne pas calculer l'âge de ses joueurs. Mais comment pourrait-il régler ce problème? C'est très simple. Déjà, mettre en place des rangs de difficulté. Facile, normal, difficile, etc. Ne pas obliger le multi-exp. Mettre en place du scaling des ennemis et des Pokémon sauvages. Donc, plus t'avances dans l'histoire, plus le jeu devient compliqué, etc. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette licence qui propose des jeux de plus en plus médiocres, alors que c'est la plus lucrative au monde, mais je préfère garder mes remarques pour une prochaine vidéo. Coucou, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Je sais que quand je sors cette vidéo, on a une semaine de la reprise des cours. Donc bon courage à vous. Euh, j'ai pas grand chose à dire sauf faites du sport, c'est important. Prenez des douches, c'est très important aussi. Et voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Gros bisous, à bientôt. Salut!